Chers étudiants, bonjour. Je suis le professeur Boudiaf et on va aborder aujourd'hui l'histologie de l'organe de la vision. On va commencer par des généralités. Donc, l'organe de la vision est représenté chez l'être humain par l'œil. L'œil va capter la lumière, ensuite l'analyser au niveau de l'aire occipitale. C'est un organe des sens tertiaire. Je pense que ce terme, vous le connaissez déjà. On a abordé ces notions dans les généralités sur les organes des sens. C'est-à-dire que la cellule neurosensorielle principale est carrément au niveau du système nerveux. Elle est représentée par les cellules de la rétine. Donc les yeux sont des organes pairs, sont situés au niveau des orbites. Bon, ça c'est de l'anatomie. Il faut savoir que l'appareil de la vision englobe le globe oculaire, tout le globe, avec tous les annexes de l'œil, c'est-à-dire tout ce qui est glande lacrymale, paupières, etc., etc. D'accord? Nous, on va aujourd'hui axer notre cours surtout sur la rétine, qui est l'organe essentiel qui va capter et analyser les photos qu'on reçoit. C'est un appareil photo, l'œil est un appareil photo avec une très très haute résolution. Donc, le globe oculaire est entouré de trois couches qui sont de l'extérieur vers l'intérieur. La sclérotique, il y a un petit problème ici pour les flèches, désolé. Donc la sclérotique, la choroïde et enfin la rétine. Cette rétine qui va se subdiviser, on va le voir plus en détail, en rétine visuelle, c'est la plus importante, avec ce qu'on appelle la fovea centralis. Et en antérieur, on aura la rétine aveugle. La sclérotique va, sur le plan antérieur, nous donner ce qu'on appelle la cornée, qui est une membrane qui n'est pas opaque, qui est transparente pour permettre le passage des rayons. Justement, il y a un système de loupe, donc il va orienter les rayons vers ce qu'on appelle la fovea centralis pour nous donner cette image qui va se mettre juste là et être changée en influx nerveux, transmise par les nerfs optiques vers l'aire occipitale. Donc, l'organe de la vision proprement dit, c'est la rétine visuelle. C'est une membrane photoréceptrice pluristratifiée et vascularisée qui renferme les éléments sensoriels de l'œil. Donc, on est à ce niveau-là, d'accord? Elle se prolonge en avant de l'ora serrata par la rétine aveugle, ça on l'a déjà mentionné. La rétine, constituée de tissu nerveux, est une projection périphérique du système nerveux central. C'est pour ça qu'on dit que la rétine, c'est le seul tissu qui a une vue vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des rayons qui viennent de l'environnement, qui arrivent jusqu'à la rétine visuelle, qui est partie intégrante du cerveau. On va le voir maintenant quand on va voir l'embryologie. C'est pour ça que, en général, on dit quand on regarde quelqu'un dans les yeux, c'est comme si on regardait dans son âme, c'est-à-dire on arrive jusqu'aux cellules du cerveau. On passe maintenant au développement embryologique. L'œil humain a une triple origine embryologique. Donc, il y a l'origine neurectoblastique qui va apparaître comme une évagination du déencéphale, c'est-à-dire du cerveau lui-même, qui sera à l'origine de la rétine. Origine épiblastique, c'est-à-dire l'épiblaste qui sera à l'origine du cristallin, les placotes, pardon. Et origine mésenchymateuse, qui seront à l'origine de la sclérotique, UV et annexe de l'œil. Donc, faites attention, si on demande l'origine embryologique de l'œil humain, l'origine est triple. Mais si on demande l'origine embryologique de la rétine, elle est neurectoblastique. Il faut toujours faire attention. D'accord? Donc voilà déjà
au niveau d'un embryon de 18 ou 21 jours, il y a l'apparition déjà des placodes hein, optiques. Ces placodes vont nous donner, comme on avait dit, l'origine hypoblastique, vont donner ce qu'on appelle le cristallin. Et c'est au regard de ces placodes, on va voir sur des schémas plus précis, avec des coupes. Donc ici, c'est en regard de la placote cristallinienne, ce qui va donner le cristallin. Il y a une évagination du diencéphale. Hein, donc l'ébauche neurectoblastique va donner d'abord une évagination. Donc on verra en fait 3 stades. Il y a d'abord le stade de la fossette optique au 18e jour, hein, qui va se mettre au regard de la placode cristallinienne. Donc premier stade, stade de la fossette optique au 18e jour du développement embryonnaire. Deuxième stade, on aura le stade de la vésicule optique primitive au 27e jour, avec bien sûr le développement du cristallin. Et enfin, le troisième stade, c'est le stade de la vésicule optique secondaire, ou appelée aussi cupule optique. Il y a comme une adaptation entre la couche interne de ce qui va nous donner la rétine et la formation du cristallin au 29e jour du développement embryonnaire. Ça, c'est les 3 stades en résumé. Voilà, sur une coupe d'en haut. Alors, pour voir que il y a en regard, il y a d'abord la placode et bien sûr, à son regard, il y a l'évagination du diencéphale. Voilà les stades, c'est-à-dire ici, les 3 stades qu'on a vus. Puis, il y aura une évolution bien sûr plus importante jusqu'à la fin. Ici, vous voyez. Donc, on va voir en détail ce que ça veut dire la couche interne et la couche externe et le fameux cristallin. Et vous allez voir, je vais insister sur le fait qu'il y a ici un espace virtuel qui est très important. On va le mentionner tout à l'heure. Donc la cupule comporte 2 feuillets. On avait dit il y a le feuillet externe qui va donner l'épithélium pigmentaire de la rétine. Donc vous allez voir quand on va faire la structure, la rétine sera constituée de 10 couches. Donc le feuillet externe embryologique va nous donner l'épithélium pigmentaire et le feuillet interne au niveau du tiers antérieur va donner la rétine aveugle, elle ne nous intéresse pas. C'est surtout aux 2 tiers postérieurs que ça va nous donner la rétine visuelle proprement dite. Voilà juste un petit schéma sur l'histogénèse pour vous montrer que là, on est ici au niveau de la couche externe qui va nous donner l'épithélium pigmentaire et la couche interne qui va nous donner au fur et à mesure les différentes couches de la rétine qu'on verra en détail. Ça va être très clair. Hein. Si vous voyez une alternance de noyaux et de fibres, hein, il y a des noyaux, des fibres, etc. Vous allez comprendre toutes les significations de ces couches. On passe maintenant à la structure histologique. Donc on reprend la rétine, c'est ce qui nous intéresse. On a la rétine aveugle au niveau antérieur. L'ora serrata, c'est le point qui sépare la rétine aveugle de la rétine visuelle proprement dite. Voilà. Et c'est cette rétine-là qui va être photoréceptrice. Ici, bien sûr, il y a les fibres optiques. On continue. Donc voilà. Donc on va voir que la rétine visuelle offre à décrire 10 couches. De l'extérieur, c'est-à-dire ici on a la sclérotique, la choroïde. De l'extérieur vers l'intérieur, on aura les 10 couches. Donc on aura d'abord l'épithélium pigmentaire. C'est la première couche. Deuxième couche qu'on appellera couche des cônes et des bâtonnets. Hein, on va les citer, puis vous allez comprendre l'explication de chaque couche. La limitante, troisième couche limitante externe, c'est ce qui est en orange à peu près.
la couche granuleuse externe, cinquième couche plexiforme externe, sixième couche, couche granuleuse interne. Et vous voyez ici les noyaux, le nombre des noyaux est en train de diminuer, hein, c'est très important. Puis la couche plexiforme interne et enfin la couche des cellules ganglionnaires. Ici, c'est de grands noyaux dont le nombre a diminué aussi par rapport à la sixième couche qui est la couche granuleuse interne. Et enfin, la couche des fibres optiques. Et ça se termine par une limitante interne. Donc voilà les 10 couches. On va comprendre la signification de toutes ces couches-là. D'accord? Donc ça vous rappelle un petit peu... Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça rappelle un peu la structure. Alors, un petit moment de réflexion. La structure du tissu nerveux, n'est-ce pas? Hein? Par exemple, au niveau du cortex cérébral, on a à peu près ce genre de structure. Donc finalement, la rétine est d'origine nerveuse. Voilà une belle image, c'est une photo, une vraie photo. C'est une lame qui va nous montrer la couche pigmentaire, la couche des cônes et des bâtonnets, les noyaux de la granuleuse externe, etc., etc. Donc vous allez le reprendre petit à petit. C'est une très très belle image. Et bien sûr, les rayons vont venir de ce côté-là. D'accord? Ici, c'est la sclérotique avec la choroïde. Très belle image. Maintenant, on va comprendre la signification des différentes couches. Nous, on avait vu, par exemple ici, la couche des cellules pigmentaires, puis la couche, il y a la limitante externe, la couche des cônes et des bâtonnets, puis la couche granuleuse externe, la couche plexiforme externe, la couche les granulés internes, etc. Donc finalement, on va trouver qu'il y a 3 types de cellules externes, etc. Vous allez comprendre. Il y a 3 types de cellules. Il y a les fameuses cellules visuelles, c'est les cellules sensorielles principales qui sont subdivisées en cellules à cônes et cellules à bâtonnets. Il y a une connexion avec ce qu'on appelle les cellules bipolaires. Ça, c'est des cellules de connexion. C'est des cellules qui vont sur le plan horizontal, ce qui est en vert. Et enfin, les cellules ganglionnaires. D'accord? Donc, il y a une connexion entre 3 types de cellules pour nous donner... pardon. Il y a la lumière qui va passer de ce côté-là. Puis, il y a la connexion de 3 types cellulaires qui vont nous donner les 10 couches. Ok? On va le comprendre petit à petit. Donc voilà, corrélation entre les couches et les cellules qu'il y a. Donc on a cette image est le contraire de ce qu'on a vu. Hein. D'accord? Ici, vous voyez, on va reprendre comme on avait commencé. Donc la couche des cellules pigmentaires, elle est là. La couche des bâtonnets et des cônes. Donc c'est les bâtonnets et les cônes qui appartiennent aux cellules à bâtonnets et cellules à cônes. D'accord? Donc ça, c'est le prolongement à valeur dendritique. Ça, la couche granuleuse externe correspond au noyau des cellules à cônes et à bâtonnets. La couche plexiforme externe correspond aux connexions entre les cellules à cônes et à bâtonnets et les cellules bipolaires. Hein, vous vous rappelez comment on l'appelle? La couche granuleuse interne correspond au noyau des neurones bipolaires, c'est ce qu'on voit ici, d'accord? Et la couche plexiforme interne correspond à la connexion, c'est-à-dire les fibres entre les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Enfin, on arrive à la couche des cellules ganglionnaires et couche des fibres nerveuses et enfin la limitante interne. Ici, c'est-à-dire qu'on a toutes les couches avec leur signification, c'est-à-dire les différentes cellules avec les fibres qu'il y a. Et ici, les neurones horizontales, cellules amacrines, etc., sont des cellules qui vont connecter les différentes cellules entre elles sur le plan horizontal pour faire diffuser l'information.
Donc j'espère que maintenant, vous avez compris la signification des différentes couches et la correspondance aux différentes cellules. Ça peut faire l'objet d'une question, d'accord? On peut vous dire par exemple, euh, à quel noyau correspondent les noyaux de la couche granuleuse interne, par exemple, d'accord? Donc vous voyez ici que ça a vraiment la structure d'un tissu nerveux. Ça c'est juste pour vous montrer les techniques histologiques. Donc la technique ordinaire au fort grossissement, on va dire, hein, et la cytoarchitectonie, c'est-à-dire pour montrer surtout les noyaux, c'est-à-dire les corps cellulaires, etc. Donc voilà, ça c'est un schéma juste pour vous encore vous fixer les idées. La nutrition de la rétine visuelle est assurée de deux manières. Il y a les deux tiers internes de la rétine, c'est-à-dire cette partie, qui va être nourrie par les vaisseaux rétiniens. Il y a le tiers externe à travers l'épithélium pigmentaire. Donc cette notion est très très importante. Je vous avais dit tout à l'heure que lors de l'embryogenèse, il y a deux feuillets qui vont se coller. Le feuillet externe qui allait donner les cellules pigmentaires et le feuillet interne qui allait donner toutes les autres couches de la rétine. C'est-à-dire que finalement, à ce niveau-là, il y a comme un espace virtuel. D'accord? Un espace, pourquoi j'insiste? Parce que au cours de votre cursus médical, vous allez entendre parler d'une urgence ophtalmologique qu'on appelle le décollement de rétine. Je pense qu'il y a certains étudiants qui ont déjà entendu parler de ce décollement de rétine qui est une urgence en ophtalmologie. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, c'est un décollement à ce niveau-là de l'espace virtuel. Il y aura un décollement entre les cellules pigmentaires et les autres couches de la rétine. Qu'est-ce qui va se passer? Comme le tiers externe de la rétine est vascularisé par ces cellules à travers l'épithélium pigmentaire, c'est-à-dire s'il y a décollement, finalement, les cellules à cône et à bâtonnet ne vont plus être irriguées, donc il y a le risque que ces cellules vont mourir. C'est comme un petit AVC au niveau de l'œil, c'est-à-dire qu'il y a un risque de perte de vue. C'est pour ça que cette notion de vascularisation et de nutrition est très importante à connaître. Et je pense qu'à partir de ce cours, vous n'oublierez jamais l'histoire du décollement de rétine. C'est-à-dire qu'il y a un décollement au niveau de cet espace virtuel. Cette partie-là des cellules à cône et à bâtonnet ne sera plus irriguée, donc pratiquement comme un AVC hein, à ce niveau-là, et la perte de la vue. C'est pour ça que ce décollement de rétine est une urgence en ophtalmologie. En général, maintenant, on traite avec le laser, c'est-à-dire on essaye de recoller ces deux feuillets avant qu'il y ait beaucoup de dégâts. Voilà, j'espère que vous allez retenir cette notion. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle l'aura serrata. C'est la partie intermédiaire qui va subdiviser la rétine en rétine aveugle et en rétine visuelle. L'aura serrata, elle est constituée, donc vous voyez ici la différence. La rétine aveugle est constituée seulement de deux couches, l'épithélium pigmentaire et une couche de cellules cubiques ou bien prismatiques suivant les endroits. Et là, au niveau de l'aura serrata, on commence à voir les cellules, les différentes couches, avec ce qu'on appelle des lacunes, qu'on appelle les lacunes de Blessing. On ne va pas aller plus loin, ok? On a déjà vu ce schéma, c'est juste pour vous montrer. On va parler un peu plus maintenant des cellules à cône et des cellules à bâtonnet. Donc il y a deux types de cellules. Je pense que vous avez fait ça déjà au lycée. Donc la cellule visuelle examinée en microscopie optique, donc on a deux types, cellules à bâtonnet et cellules à cône. Il y a ce qu'on appelle le cytone, hein, c'est-à-dire
le corps cellulaire où il y a le noyau qui est retrouvé au niveau de la couche granuleuse externe. Il y a les prolongements externes à valeur dendritique, ce qui est en haut, c'est les couches à cône et à bâtonnet. Et le prolongement interne à valeur axonique qu'on retrouve au niveau de la couche plexiforme externe. Ça, je pense que vous l'avez déjà retenu. Donc voilà un schéma plus explicatif. On va parler de l'article externe et interne quand on va faire la structure en microscopie électronique. Donc voilà, donc ça c'est une petite comparaison entre les cellules à cône et à bâtonnet. Ici c'est l'endroit où il y a ce qu'on appelle la limitante externe. Et c'est juste une petite comparaison entre les deux cellules. Il faut savoir que les cellules à cône vont changer de forme selon l'endroit où on est. Au voisinage de l'aura serrata, c'est des petites cellules à cône, hein, vous voyez ici, parce que finalement, c'est des cellules qui ne sont pas très fonctionnelles. Plus on va vers la fovea centralis, plus la cellule va être allongée. D'accord? Ici, on verra pourquoi au niveau de la fovea centralis, la cellule à cône a cette forme. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Parce qu'au niveau de la fovea centralis, au lieu de 10 couches de rétine, on aura 5 couches. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en microscopie électronique, donc les corps cellulaires sont les mêmes pour les cellules à cône et à bâtonnet. Donc, il y aura une différence au niveau de la partie externe. C'est le prolongement externe. Donc, il y a un article qu'on appelle article interne, un article externe et un segment connectif. Un segment connectif qui va relier l'article externe et l'article interne. On va voir plus de détails. Donc pour les cellules à bâtonnet, l'article externe d'une cellule à bâtonnet présente une membrane superficielle, une série de disques empilés, c'est des disques, et des molécules qu'on appelle des molécules de rhodopsine. C'est du pourpre rétinien qui est élaboré par les cellules pigmentaires. Donc la rhodopsine, vous allez voir que c'est pas le même produit qu'au niveau des cellules à cône. L'article interne, on retrouve une portion distale ellipsoïde riche en mitochondries, donc très riche en mitochondries, et une portion proximale myoïde contractile, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où ce cône va se raccourcir ou s'allonger selon la lumière en général. Le segment connectif qui relie les deux articles consiste en un véritable cil vibratile, c'est-à-dire il peut y avoir des mouvements. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour la cellule à cône, donc vous voyez ici que le prolongement externe est plus court et plus large que celui d'une cellule à bâtonnet. Vous le voyez, d'ailleurs, c'est la forme d'un cône. Les disques de l'article externe contiennent des faibles quantités. Ici, on va parler de iodopsine, pas de rhodopsine. Et c'est du pourpre rétinien. Les deux sont des pourpres rétiniens, mais ici, c'est iodopsine. D'accord? Faites attention. Et l'article interne est très développé, surtout aux dépens de sa position distale. Donc, vous voyez ici, l'article interne qui est très riche en mitochondries et est développé aux dépens de la partie distale qui est importante à ce niveau-là. D'accord? Voilà, c'est juste un schéma pour vous montrer la différence entre les deux. Donc ça, c'est les disques qui sont empilés. Ça, c'est des détails en microscopie électronique pour vous montrer que finalement, on avait dit que c'était pratiquement un vrai site vibratile à ce niveau-là, etc. Mais vous n'êtes pas censé connaître les détails. Hein. Ça, c'est de la cytologie surtout. Ok? Maintenant, on va passer à l'épithélium pigmentaire, c'est-à-dire la première couche.
C'est un épithélium cubique simple qui offre à décrire un corps volumineux, c'est-à-dire c'est de grosses cellules à noyau central. Il y a des grains intracytoplasmiques arrondis d'un pigment mélanique très très noir et des franges filiformes, ça c'est des franges apicales qui vont se mettre de part et d'autre des cônes et des bâtonnets. C'est-à-dire que ces franges vont protéger ces cônes et ces bâtonnets quand il y a beaucoup de lumière. Les franges vont se mettre autour des cônes et des bâtonnets. Quand il y a moins de lumière, ces franges vont être plus hautes. D'accord? C'est comme un rideau qui va protéger les cônes et les bâtonnets. On arrive maintenant à la fovea centralis. C'est une dépression de la rétine située à l'extrémité postérieure de l'axe optique. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là, en principe, que va se déposer la photo qu'on voit pour être, c'est-à-dire pour être transmise et transformée en influx nerveux. Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'au niveau de la fovea centralis, il n'y a pas 10 couches, mais 5 couches. Donc, les cellules à cône, ils étaient pratiquement, se mettaient pour qu'il y ait moins de couches. Pourquoi, à votre avis? Je vous laisse un petit moment. Et ici, vous voyez que c'est très riche en cellules à cône. Au niveau de la fovea centralis, c'est la richesse en cellules à cône. Tout simplement pour que la lumière arrive au maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, elle arrive pratiquement à 100% au niveau des cônes, pour qu'il y ait une analyse très très précise. D'ailleurs, les cellules à cône sont des cellules qui sont responsables de la vision, précise, et des couleurs, etc. D'accord? Donc, il y a cette diminution de couches pour que la lumière arrive au maximum vers cette partie-là, les cellules sensorielles principales. Un petit mot d'histophysiologie. Donc, les cônes et les bâtonnets représentent les véritables récepteurs des cellules sensorielles principales de la rétine. C'est-à-dire, tout se passe à ce niveau-là. Tout se passe à ce niveau-là, commence à ce niveau-là. Donc, quand il y a la lumière, elle va passer et elle va arriver vers les cônes et les bâtonnets, puis va être analysée à ce niveau-là et il y aura l'influx nerveux qui sera transmis jusqu'au nerf optique. D'accord? Donc il y a, je ne sais pas si c'est ce slide, pas désolé, je vais voir. Je vais vous expliquer 2 minutes. Donc voilà, c'est-à-dire la lumière arrive jusqu'au cône et au bâtonnet, puis il y aura ici la transformation et l'influx nerveux va aller vers le nerf optique, vers le centre occipital pour être analysé. Donc cette image est très très importante pour la transmission je sais pas, pardon. En général, quand on est loin de la fovea centralis, je vous avais dit tout à l'heure que au niveau de la couche granuleuse externe, il y avait beaucoup de noyaux. Puis le nombre de noyaux va aller diminuer. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs cellules à cône et à bâtonnet qui vont être liées à une seule cellule bipolaire. Et plusieurs cellules bipolaires qui vont être liées à une seule cellule ganglionnaire. Ça, c'est en général, d'accord? Mais au niveau de la fovea centralis, on va le voir, voilà le schéma, désolé. Donc, quand on est de part et d'autre de la fovea centralis, on aura plusieurs cellules à cône et à bâtonnet, ici par exemple, qui vont se lier à une seule cellule bipolaire. Plusieurs cellules bipolaires qui vont se lier à une seule cellule ganglionnaire, etc. D'accord? Mais au niveau de la fovea centralis, il y aura une cellule à cône qui va être liée à une cellule bipolaire et qui va être liée à une cellule ganglionnaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une vision qui est très précise. Il faut qu'il y ait une transmission la plus fine et la plus précise possible de l'information pour qu'elle arrive la plus précise possible.
C'est pas comme ici, par exemple, quand on a la vision du crépuscule et tout. L'essentiel, c'est d'avoir l'allure générale, on voit pas les couleurs, etc. C'est pour ça qu'il y a la transmission de l'information de plusieurs cellules vers une seule cellule, etc. C'est-à-dire, ici, c'est pas, il faut pas que ce soit très précis. C'est la vision globale. Mais au niveau de la fovea centralis, c'est la vision de précision. C'est l'acuité visuelle vraie. Et en plus, c'est pour voir très bien les couleurs, etc., etc. Donc cette notion est très très importante à retenir aussi. Donc les bâtonnets interviennent dans la vision nocturne et crépusculaire. C'est la perception des faibles intensités lumineuses. Donc on a la forme générale, etc., mais on ne voit pas très bien. Et les cônes interviennent dans la vision diurne discriminative. C'est la perception des forces intensité lumineuse, forte, pardon, ici il y a une petite faute d'orthographe, et des formes et des couleurs. Donc on a fini avec les cellules à cônes bâtonnés. Maintenant on va voir l'importance et la fonction de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Il assure trois fonctions essentielles. Une fonction de soutien et de protection des cônes et des bâtonnets, c'est les fameuses franges. Ils vont se mettre de part et d'autre les cônes et bâtonnets. Une fonction d'élaboration du pourpre rétinien. Donc c'est les cellules pigmentaires qui vont nous donner le pourpre rétinien. Et bien sûr une fonction trophique, on l'a déjà dit, nutrition du tiers externe de la rétine. Donc ici, on va terminer le cours pour voir le fameux décollement de rétine, hein, et les conséquences qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'il y aura les cellules à cônes et à bâtonnets qui risquent d'être détruites. Donc, c'est une urgence, je vous avais dit, en ophtalmologie. Voilà, je vous remercie. J'espère que le cours a été intéressant et assez clair. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Au revoir.